Bonjour et bienvenue au Café Unistorio. Nous allons parler aujourd'hui des oubliés de l'île de Saint-Paul, qui sont un groupe de 7 personnes, composé de 6 hommes et une femme enceinte, qui furent oubliés, abandonnés, plutôt, c'est plus juste, en 1930, sur l'île Saint-Paul, au Kerguelen, qui fait partie des TAF, donc les terres australo-antarctiques françaises, alors qu'ils étaient chargés par la société La Langouste française de garder l'île et ses installations entre 2 saisons de la pêche à la langouste. Nous allons commencer par les protagonistes. Donc nous avons Victor et Louise Boulou, originaire de Concarneau. Louise était enceinte à la couche sur l'île. Pierre Kilvic, originaire de Plouinec. Louis Herlédon, originaire de Riec-sur-Velon. Manuel Puloc, originaire de Tréguin. François Ramamonzi, un jeune malgache âgé de 19 ans. Nous avons aussi Julien de Uludu, originaire de Concarneau. Et concernant tout ce qui est la langouste française, nous avons Alfred Caillé, administrateur de la société La Langouste française, ainsi que les frères Bossière, Émile Henry et René Émile, nés respectivement le 5 février 1857 au Havre et décédés au Havre le 11 janvier 1941. Et ça c'est pour René, et Henri Émile est né au Havre le 25 juin 1859. Il décède à Mortagne au Perche le 10 juillet 1941. Alors, les frères Bossière sont des frères aventuriers français qui devinrent hommes d'affaires au Kerguelen. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'ils sont fils d'armateurs du Havre et ils commencent à travailler au début des années 1880, donc ils ont environ 20 ans en Patagonie. Comme fondé de poire de la compagnie de leur père, Émile. S'intéressant à l'élevage de moutons, ils décident de tenter d'en implanter aux îles Kerguelen dont la France a pris possession en janvier 1893. Ils obtiennent du gouvernement français, dès le 31 juillet de la même année, un droit d'exploitation des ressources marines et terrestres de l'archipel pour une durée de 50 ans. Ce qui emmène à environ, si je calcule bien, entre 1933 et 1943. Voilà, ça nous donne une large fourchette d'une dizaine d'années, comme ça moi je me trompe pas trop. René est même nommé en 1895 résident de France au Kerguelen. Les frères tentent alors de mettre sur pied une première expédition en 1895 sur une vieille golette qu'ils baptisent Kerguelen. Avec René Bossière à son bord, après plusieurs avaries, l'expédition est définitivement arrêtée à Buenos Aires, en Argentine. Il y demeure d'ailleurs plusieurs années, puis apprenant que son frère a monté une nouvelle expédition à la fin de l'année 1900, il part attendre le 3 mois Fanny aux îles Malouines pour y transporter des moutons. Mais le navire subit encore plusieurs avaries dans le golfe de Gascogne. L'affaire prend fin avec le retrait des investisseurs belges qui devaient permettre à un autre navire, le yacht Celica, de rejoindre la Fanny au Kerguelen. René Bossière rentre alors au Havre en 1901, sans avoir pu encore mettre un seul pied sur sa concession. Donc ils sont toujours décidés à la mettre en valeur, leur concession de Kerguelen, et décident alors de se tourner vers la chasse aux éléphants de mer et aux baleines. Oui, parce qu'à l'époque, la chasse à la baleine ou aux éléphants de mer était autorisée. Ça ne l'est plus, mais maintenant, à l'époque, c'était encore autorisé. Donc, ils s'adjoignent sur les conseils de Jean-Baptiste Charcot, Raymond Rallier du Bâti, qui a des projets d'anticolores. Les frères Bossière signent avec une société norvégienne une convention partielle au Kerguelen, une station baleinière, et établir un élevage et exploiter le charbon. Henri débarque dans l'archipel en novembre 1908 et se lance dans l'exploration des îles. Henri repart en avril 1909 pour l'Afrique du Sud, laissant aux Norvégiens l'exploitation de la station et son développement. En mai 1911, les frères fondent la société des îles Kerguelen, achètent un voilier, le Jacques. René entreprend le périple vers l'archipel des Kerguelen. Parti de Swansea en février 1913, le Jacques arrive le 15 avril à Montevideo, puis repart en juin pour les îles Malouines, où il charge pas loin de 1600 moutons. Toujours ravagé par les moutons. Le navire arrive le 16 août de la même année dans le golfe des baleiniers de l'île Howe, avec 2 mois de retard sur le calendrier prévu, et 1 million de moutons morts de froid. Les moutons survivants sont débarqués à Port-Couvreux avec 3 bergers. En fait, Port-Couvreux, c'est un lieu-dit de la grande terre de l'archipel des Kerguelen où
Il y a eu l'une des seules tentatives historiques d'installation humaine sur l'archipel. En août 14, après la déclaration de la Grande Guerre, alors que les Norvégiens maintenaient les 2 gardiens à l'usine balnéaire de Port Jeanne d'Arc, presqu'île Jeanne d'Arc, mise en service 6 ans plus tôt, René Bossière affrète un navire, l'ancien île de Kerguelen, rebaptisé Ice of Kerguelen, pour évacuer les gardiens de l'usine et les bergers. En 1920, René entreprend une nouvelle tentative, tous les moutons étaient morts, les installations endommagées. Il a décidé de remettre en état les bâtiments et de laisser un berger, 50 moutons et quelques porcs. De 1920 à 1927, à plusieurs reprises, les frères Bossière font acheminer d'autres animaux pour compenser une mortalité élevée. Bah oui, ils sont pas prévus pour vivre là-bas. Fallait juste réfléchir comme ça. La chasse aux éléphants de mer est reprise par une société anglo-norvégienne. Les frères Bossière créent eux-mêmes une filiale française de chasse aux éléphants de mer en 1925, les Pêches Australes, qui travaillent sur un navire-usine jusqu'en 31. En 27, les frères envoient pour couvrir 3 éleveurs du Havre avec femmes et enfants, 8 personnes. L'élevage périclite rapidement pour insuffisance de pâturage. Nous allons donc revenir à notre histoire des oubliés de Saint-Paul pour que je vous raconte l'histoire. Donc, début octobre 1929, la société La Langouste française, propriété des frères Bossière. J'ai toujours envie de les appeler Bossière. Donc, armateurs du Havre, débarque à l'île de Saint-Paul pour une trentaine d'Européens. Donc, en fait, ils font dépêcher une trentaine d'Européens embauchés à Concarneau et sa région proche pour effectuer une campagne de pêche à la langouste pendant la saison d'été qui s'étend du mois de novembre au mois de mars. Alors, pourquoi la saison d'été là-bas? Tout simplement parce que nous sommes dans l'Antarctique. Antarctique. Attendez. Antarctique, voilà. Donc en fait, nous sommes dans la partie sud du globe sous un, je ne sais plus quel machin là sur le globe. Mais en fait, tout simplement parce que chez nous c'est l'hiver, entre novembre et mars c'est l'hiver chez nous, et là-bas c'est l'été parce que nous sommes à l'opposé. L'île Saint-Paul avait gagné une récente réputation d'Eldorado de la pêche à la langouste. À la fin de cette campagne, donc au mois de mars, un navire austral appartenant à la société vint faire la relève du personnel pour le ramener en France. Il leva l'ancre au début du mois de mars, donc vraiment à la toute fin de la saison d'été dans cette terre-là et le presque début de printemps chez nous. Donc mars 1930, laissant sur l'île pour assurer la garde et la conservation du matériel pendant l'hiver austral, qui peut être à mon avis très très dur parce que il doit faire très très froid là-bas. Cette personne, l'administrateur de la société, Alfred Caillé, leur avait promis, et ça c'est important, cette notion de promesse est importante parce qu'en fait ils ne vont tout simplement pas la tenir, de leur envoyer un bateau ravitailleur dans les 2 ou 3 mois qui suivraient le départ de l'Australie. Donc là nous sommes tout début mars 1930. Donc 2 à 3 mois, ça fait début mai, voire début juin 1930. Donc clairement le plus gros de l'hiver austral là-bas. Sauf qu'en fait, ils l'attendent. Et ils l'ont attendu pendant très longtemps, le bateau ravitailleur, en fait, parce qu'il ne viendra pas. Il n'est jamais venu. Donc, ils ont promis quelque chose qu'ils n'ont tout simplement pas tenu. Louise Bruno accouche fin mars d'une petite fille, que son mari et elle appelèrent Paul, P-A-U-L-E, du nom de l'île. Malheureusement, la petite ne survécut que 2 mois. La mortalité infantile était quand même très importante, peu importe où on se trouve, en France encore plus, parce que la médecine avait fait des progrès, mais n'était pas aussi développée que maintenant. C'est vrai que maintenant, la mort infantile reste relativement rare. Une caisse de cancer fait fonction de cercueil. Et il me semble, sur les photos, vous verrez, il a une croix. Puis, faute de vivres frais et par excès de consommation de conserves, notamment de bœuf en gelée, sous-bois avarié, les gardiens commencèrent à être atteints d'un mal qu'ils finirent par identifier grâce au livre de médecine qui leur avait été laissé.
comme étant le scorbut. Donc, je vais reprendre mon ami Google qui va m'expliquer ce qu'est le scorbut, parce que je n'ai plus du tout en tête la notion de ce qu'est le scorbut, hormis que c'est une maladie mortelle de l'époque. Alors, d'abord, la cause du scorbut, c'est que l'être humain ne peut pas synthétiser la vitamine C et il doit obtenir par son alimentation. Les causes principales du scorbut sont liées à l'alimentation pauvre en fruits et légumes frais, principale source de vitamine C. Maintenant, les symptômes. Donc, c'est une carence profonde et prolongée en vitamine C, donc l'acide ascorbique, qui joue un rôle central dans la synthèse du collagène, une protéine qui structure les vaisseaux sanguins, les gencives, la peau et les os. Alors, c'est une maladie d'une carence, donc ça on l'avait compris, qui se traduit par des saignements, des ecchymoses et de la fatigue notamment, un déchaussement des dents. Donc, alors, il faut savoir que la maladie apparaît généralement après 1 à 3 mois de carence absolue en vitamine C, quand sa teneur totale dans l'organisme atteint 300 mg et l'ascorbémie, taux d'acide ascorbique dans le sang, est inférieur à 2 mg par litre de sang. Donc ça se manifeste initialement par de la fatigue, une perte d'appétit, donc de l'anorexie, un amaigrissement qui s'accompagne de douleurs musculaires diffuses et articulaires, touchant principalement les hanches et les genoux. On peut montrer une pâleur de la peau, des muqueuses, donc un début d'anémie assez sévère et des œdèmes discrets des chevilles. La fatigue devient rapidement intense au point que, dans les siècles passés, les marins n'étaient plus capables de manœuvrer les voiles et de nombreux naufrages notamment furent la conséquence d'un scorbut. Il y a des troubles qui s'aggravent. La phase d'état finit par associer de façon caractéristique une gingivite, syndrome hémorragique, des troubles cutanés, des phanères, donc des poils et cheveux qu'on perd. Et forcément, si on a une gingivite hypertrophique, bon, elle n'est pas toujours présente, mais elle est beaucoup plus intense si la dentition est déjà en mauvais état, mais ça, en fait, ça fait aussi un déchaussement. Voilà. Louis le Harlédan raconte une langue gonflée, pleine de liquide jaunâtre que nous essayons d'éliminer par incision. Le premier à être emporté par la maladie fut Manuel Plock, le 30 juillet. Donc soit 3 mois et demi après leur débarquement sur l'île. Donc, vous voyez, les 1 à 3 mois sont quand même... Voilà. Suivi de François Ramamonzi et de Victor Le Bruno. Pierre Kilivic, quant à lui, quitta l'île sur un canot, par une mer démontée. Alors, je ne sais plus où je l'ai lu, mais il me semble que je l'ai lu comme ça, c'est qu'en fait, de ce que les survivants ont raconté, ils ont essayé de le dissuader de partir à bord d'un canot, parce que la mer était très démontée. Je ne sais pas s'il parlait de tempête, mais la mer était assez démontée. Et en fait, il est parti quand même, et ils ne le reverront plus, parce que ce n'est que ma supposition, bien évidemment, mais je suppose qu'il a dû être... submergé par une vague, parce qu'une mer démontée, ça peut être très dangereux, et qui n'a pas survécu parce que soit il s'est fait surprendre, soit il ne s'y attendait pas, et du coup, il a sûrement fini au fond de l'océan, malheureusement pour lui. Les survivants ne le revirent donc jamais. Lorsque le bateau Île Saint-Paul accosta enfin sur l'île en décembre 1930, soit 9 mois plus tard, faut quand même le faire oublier des gens pendant plus de 9 mois sur une île, alors qu'on les a débarqués et qu'ils étaient embauchés pour surveiller les installations pendant la pause entre 2 saisons de pêche à la langouste. Faut quand même le faire. Je pense que ça a été volontaire, mais ce n'est que ma pensée. Julien Le Huludu, Louise Le Bruno et Louis Harlédan. Donc en fait, sur 7 personnes, il ne restait plus que 3. Parce que je rappelle que le jeune malgache est décédé, Manuel Plock est décédé, Victor est décédé, et Kilivic est probablement décédé aussi de noyade. Louise refusa toutefois de repartir avec le bateau retour, car il était imposé de transporter la dépouille de son défunt mari.
Sont suivis en France un procès intenté par les victimes et leurs familles qui dura du 24 juillet 1931, date de dépôt de la plainte, au 19 avril 1937, date du jugement en appel. La cause des oubliés de Saint-Paul fut défendue par César Capinci, futur ministre de la Marine. Jusqu'en 1936, la défense de la langouste française a été quant à elle confiée à Alcide Delmont, son secrétaire d'État aux colonies du 9 novembre 1929 au 25 février 1930 et du 2 mars au 30 décembre de la même année. 1930. La société fut reconnue coupable en avril 1935 et condamnée à verser différentes indemnités aux victimes et aux familles. Mais comme elle fit appel de la décision, le 8 avril 1937, le jugement d'appel confirme la responsabilité de la société, mais à la suite de sa mise en faillite, les victimes ne reçurent finalement aucune indemnisation. Ce qui est quand même assez grave étant donné qu'ils ont vécu l'enfer. Louise a perdu sa fille, elle a perdu son mari. Les autres familles ont perdu un mari, un fils, un frère, un cousin. Voilà. Et nouveau hommage, il y a une association qui s'appelle Faire vivre le souvenir des oubliés de l'île Saint-Paul qui perpétue leurs souvenirs. L'histoire est évoquée dans la BD Voyage aux îles de la désolation d'Emmanuel Lepage, publiée en 1911. Je vais essayer de vous la mettre en barre d'infos dans les sources, dans la bibliographie. Et de toute façon, niveau sources, je vous répertorie tout ça dans la barre d'infos. Ensuite, nous avons 2 plaques de commémoration qui ont été posées en 2015. L'une sur l'île Saint-Paul et une à Concarneau, où d'ailleurs il y a un square qui porte le nom Square des oubliés de Saint-Paul. En 2015 également, un timbre postal a été émis. Un documentaire, Le Troisième Monde de Robert Génoux, évoque les TAF, donc les terres australes et antarctiques françaises, et l'histoire des oubliés de Saint-Paul. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ce mystère vous a oublié. Parce que personnellement, si mon père ne m'en avait pas parlé, je n'en aurais jamais eu connaissance, à part la vidéo des You Crime Sisters, que je vous mets également en barre d'infos. Vous retrouverez toutes les sources et toute la bibliographie liée à cette histoire. Moi, personnellement, je pense que je vais m'acheter le livre qui est disponible à la FNAC. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et à très bientôt.